Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez ici au Salon de l'Agriculture. Nous sommes au stand Village Semences. Vous suivez une émission quotidienne pendant tout le Salon international de l'agriculture qui s'appelle Stop Intox. Vous nous interpellez sur les réseaux sociaux, @StopIntox, @Village Semences. Je vais donner la parole dans un petit instant à Alexandre, mais je voudrais d'abord vous présenter le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Big Data. Vous savez ce que c'est? Les données. Big Data, l'innovation dans les champs, est-ce que c'est une question de souveraineté? Alors, évidemment, ça passera pour être un sujet un peu abscon, complexe. Vous allez voir qu'on va le décrypter pour vous démontrer que, en réalité, grâce au digital, grâce aux data, grâce aux données aujourd'hui, on peut gagner de la productivité, on peut réduire l'usage des intrants, le traitement des plantes si vous préférez. Je vais en parler avec Alexandra Dublanche, qui est la vice-présidente de la région Île-de-France. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes en charge notamment du développement économique, agricole, rural. Vous êtes pleinement engagée, et la région d'ailleurs est engagée dans cette transformation digitale. Il faut bien utiliser ce terme-là. Donc vous êtes d'abord notre première invitée, et puis je recevrai également Alexis Comard. Alors, vous êtes un start-upper, vous acceptez cette formule? Start-upper, oui. Ça va? Très bien. iPhone, c'est de l'innovation comme facteur de progrès. Vous allez nous expliquer exactement ce que vous faites au service de l'agriculture. Sébastien Picarda est là. Sébastien Picarda, vous êtes à l'origine d'une plateforme d'échange. Dans le transport aérien, on dirait un hub, une plateforme, l'endroit où se concentre un certain nombre de données. Avec vous, on va examiner bien les conditions de circulation des données, la question de la souveraineté, la protection des données. C'est toute la question du 21e siècle. Bien sûr que les données, c'est précieux. On nous dit même que c'est le pétrole du 21e siècle, à condition qu'elles soient protégées. Et puis, Rémi Dumry, vieux complice, si je peux me permettre, hein, parce qu'on échange souvent sur Twitter, hein, sous le nom de Doom Doom. Ouais, Doom Doom, ouais, à la française. C'est ça. Il est agriculteur, c'est un utilisateur de ces techniques. Et puis Alex, qu'on ne présente plus, Alex qui relaie toutes vos questions sur les réseaux sociaux, et vous êtes nombreux à vous manifester. J'aimerais d'abord qu'on fasse, premier tour de table peut-être, un état de la situation, un état de l'art, si je peux me permettre cette formule, dans le domaine du digital. Peut-être me tourner vers vous, Sébastien, pour commencer, les techniciens, les politiques, les utilisateurs après. Où en est-on aujourd'hui des données dans le domaine agricole? C'est un débat qui est fantastique, et on le voit au niveau du Salon de l'Agriculture. C'est un dossier émergent. Les données agricoles, il y a déjà un premier élément. Tout le monde pense que les données agricoles, vous l'avez dit vous-même, est le pétrole vert. Mais en fait, ce n'est pas la donnée en tant que telle qui est importante, c'est l'usage qu'on va en faire. Bien sûr. Et c'est ça, je pense, qui sera important dans ce débat. Deuxième chose, sur API Agro, je préfère juste rétablir ce point-là. API Agro est une initiative portée initialement par le ministère de l'Agriculture et les instituts techniques, puis derrière qui est devenue dans le grand bain du privé avec les chambres d'agriculture et une vingtaine d'actionnaires, et je n'en suis que le humble directeur. C'est un succès qui est partagé, au fond, c'est ce que ça veut dire. Tout à fait. C'est d'abord une initiative publique, vous avez raison de le dire, puis ensuite elle est partagée par l'écosystème agricole parce que ça marche. Exactement, et c'est un besoin stratégique et géopolitique. Vous avez utilisé le terme souveraineté. Oui. Le but n'est pas d'être l'irréductible village des Gaulois. Non, bien sûr. Le but n'est pas ce point-là. Le but est de pouvoir partager une vision numérique avec l'ensemble des acteurs de la filière et les collectivités territoriales et l'État, justement pour pouvoir avoir une vision complémentaire de celle de nos amis anglo-saxons et chinois, qui eux ont une vision globale avec des acteurs généraux et internationaux qui veulent capter toutes les données sans savoir quels en seront les usages. Nous, en Europe, d'abord avec la vision de la Commission européenne sur le registre, la réglementation sur les données personnelles, mais également le droit des contrats. Le but est de dire chaque acteur économique doit structurer sa donnée, l'organiser pour ensuite pouvoir l'échanger et la traiter afin de développer des services innovants pour les producteurs agricoles et les acteurs de la filière. Et le dernier étage de la fusée, c'est l'intelligence artificielle, le deep learning et tous ces éléments. Alors on va demander d'ailleurs aux praticiens, mais aussi aux start-upers, comment
ces données sont utilisées, mais si on poursuit notre état de la situation, il y a peu de métiers, en réalité, Alexis Comard, qui est autant évolué en si peu de temps. Quand j'observe la transformation dans le monde agricole, je dis souvent que c'est une révolution silencieuse. C'est-à-dire que le public qui est là, au Salon de l'Agriculture, le découvre, mais très souvent, le consommateur ne le sait pas. On a toujours une vision un peu passéiste de l'agriculture, alors qu'en réalité, on a affaire à des agriculteurs qui sont ultra connectés aujourd'hui. Exactement. Alors, c'est une révolution qui prend du temps quand même, hein, dans le sens où, depuis les années 90, on a des capteurs dans l'agriculture, donc on commence à récupérer des données. Les premiers systèmes de l'agriculture de précision étaient le Green Seeker ou le Yara Sensor, etc. Donc, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Les agriculteurs ne sont pas en retard par rapport aux autres. Ils sont même souvent, autant le dire, en avance. Exactement. C'est contre-intuitif, parce qu'on a une image de la terre qui est un travail un peu humain, le labeur, alors qu'en réalité, le digital a pleinement pénétré. On va donner des exemples très précis dans cette activité. Ceci dit, depuis la fin de ma thèse, donc moi j'ai soutenu ma thèse en 2013, j'ai vu des réelles révolutions techniques et technologiques arriver, avec l'avènement à la fois d'une connectivité beaucoup plus efficiente aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, on arrive vraiment à communiquer des données et à en communiquer de grandes quantités. Alors qu'avant, la seule notion de récupérer de la donnée au champ était un problème complexe dans lequel des gens devaient intervenir. Aujourd'hui, on est capable d'automatiser la collecte. Il n'y a plus de friction. Il y a moins de friction qu'avant. À Pays Gros, on a un bon exemple dans lequel on réfléchit à comment est-ce qu'on transmet et qu'on partage les données. Il y a 10 ans, c'était des problématiques qu'on ne se posait pas. Donc ça, c'est la première grande révolution. Et la deuxième grande révolution qui est vraiment qui est dans le monde agricole depuis 2-3 ans, c'est cette notion d'intelligence artificielle qui, encore une fois, existe depuis 20-30 ans. Hein, genre les réseaux de neurones, ça a commencé dans les années 80. Mais aujourd'hui, on arrive à en avoir des usages applicables pour des choses concrètes dans l'agriculture. C'est ce qui compte d'ailleurs. Ouais. Exactement. Alors pas forcément toujours directement pour les agriculteurs, parfois pour les acteurs de la filière, comme pour les semenciers. Les semenciers essayent d'améliorer la production de semences, d'abord par la génétique, aujourd'hui par le phénotypage au débit. Et toute cette révolution-là, au final, bénéficie aussi aux agriculteurs. Voilà. Très bien. Alors, vous allez voir, on va y revenir, on aura le temps de parler des applications. Alexandra Dublanche pour la région Île-de-France. Un acteur public, que peut-il faire? Il n'a pas vocation nécessairement à être un acteur économique. En revanche, il a vocation à inciter. Vous avez, avec la région Île-de-France, une politique d'incitation. Alors, il faut rappeler que la région Île-de-France, ça n'est pas que Paris. Il n'y a pas que la montagne Sainte-Geneviève ou le Montparnasse. Exactement. Il y a aussi une grande part de territoire 50%. agricole. Bah oui, c'est agricole. Bien sûr, est agricole. Donc, c'est pas du tout marginal. Et vous intervenez directement dans ce domaine pour soutenir ces initiatives digitales. Exactement. Alors nous, on a une politique plus globale de smart, ce qu'on appelle la smart région, dans tous les domaines de compétences de la région, que ce soit les transports, la formation et l'agriculture. Vous l'avez dit, l'agriculture, malgré les caricatures, c'est aussi un pionnier en termes d'innovation. Et nous, depuis notre arrivée à la tête de la région avec Valérie Pécresse, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est mettre en avant des moyens pour soutenir l'innovation agricole. Donc on n'est pas là pour faire à la place, on est là pour permettre de se développer certains outils. Donc tous les ans maintenant on met 1 million d'euros seulement pour l'innovation agricole, ce qui est complètement révolutionnaire par rapport à ce qui était fait avant. Donc on va accompagner le développement d'outils de décision. On a déployé le plus gros réseau de stations météo qui utilisent extrêmement de données, de ces outils à décision qui permettent aux agriculteurs d'augmenter leur rendement, d'être plus résilients. Et un autre exemple, projet de cette année sur lequel on travaille, c'est une ferme digitale en Essonne où on veut vraiment, nous on est une terre d'innovation, d'expérimentation. On veut expérimenter. Donc là, cette ferme digitale, sur les anciennes terres de l'INRA, on veut mettre en lien des startups, des agriculteurs, des éleveurs pour tester de l'innovation. Et donc voilà, nous c'est notre rôle, c'est de financer ces outils, financer de l'expérimentation et d'être en soutien du mieux qu'on peut de nos agriculteurs. Bien, alors on va demander un avis d'expert, un avis d'utilisateur. Rémi Dumry, vous êtes vous-même très connecté. Racontez-nous un peu votre histoire personnelle, à quoi ressemble votre exploitation,
En quoi utilisez-vous le digital? En quoi a-t-il changé votre vie d'agriculteur et aussi votre modèle économique? Alors, j'ai commencé à toucher le digital à peu près au siècle dernier, quand j'ai commencé à me connecter sur Internet en 96-97. Et là déjà, il y avait des startups à l'époque dans le monde agricole qui étaient essentiellement financées par Ron Poulenc, à l'époque. Et on commençait à faire de l'agronomie en piquant les capteurs des Américains puis essayer de les faire tourner dans notre Europe. Et 2003 a été une catastrophe pour ce dossier-là, parce que finalement on a tout arrêté, parce que tous ces appareils-là n'ont plus fait de l'agronomie, mais ont fait du réglementaire. Et il y a eu une espèce de trou énorme jusqu'au salon de 2015. Donc il y a un trou dans la raquette entre 2003 et 2015. Voilà, c'est trou dans la raquette. Incroyable. Parce que fallait faire du réglementaire, fallait faire que de l'environnement. Et en 2015, c'était au salon de l'agriculture ici, on a dit au grand public, écoutez, il y a des robots de traite et il y a des drones qui passent au-dessus des champs. Ouais. Et là, ça dit, ah mais c'est formidable, on va pouvoir récupérer de la data, on va pouvoir faire des startups, on va pouvoir faire plein de choses comme ça pour l'environnement. Et là, c'était le déclenchement, et là, l'agriculture de précision, l'agriculture connectée, les datas sont devenues un nouveau pétrole pour le... Mais si je comprends, dans votre récit, on comprend qu'il y a un lien avec l'environnement. C'est dès lors que l'agriculteur devient acteur de l'environnement que, véritablement, on légitime l'arrivée du digital. Alors j'entends 1 million d'euros. Moi, je gère 1 million d'euros sur mes 4 cantons, avec des fonds leaders qui viennent de la... non mais c'est un début. C'est en plus de tout le budget développement économique où là on aide les startups sur ces budgets-là. Là c'est 32 millions d'euros. Juste pour dire mon million d'euros à moi, il y a déjà 25% qui vont passer en coût de fonctionnement et le reste on est incapable de le distribuer à des agriculteurs pour se payer des nouvelles technologies. Parce que les critères de distribution qui sont liés à la région ne rentrent pas. On propose par exemple d'avoir un réseau commun RTK avec du GPS ou faire de l'expérimentation même. On est incapable de distribuer cet argent-là. Il faut changer de région. Ouais, sans doute. Mais vous n'êtes pas dans la région Île-de-France. Je suis un peu trop au sud peut-être. Vous êtes dans le Loiret, c'est ça? Voilà, je suis région centre. C'est difficile de déplacer ces terres d'un département à l'autre. Évidemment, tous ces fonds européens vont être gérés par les régions et il va y avoir une disparité au niveau français qui va être assez importante. Enfin, on peut pas, Rémi, on peut pas vouloir la décentralisation et à chaque fois qu'on l'a, la critiquer. Non, mais si vous avez de mauvais élus, vous votez, vous les changez. Voilà. C'est pour dire que l'argent, c'est pas forcément simplement le nerf de la guerre. Il y a aussi les objectifs qu'on veut en faire. D'accord. Et puis montrer, évidemment, que ces outils-là, moi, je les utilise maintenant sur mon exploitation. J'ai un sensor technologie 2003, que j'utilise depuis 10 ans, qui me permet de gérer tous les nitrates que j'ai sur mes cultures pour faire de la protéine pour mes blés durs, pour pas que ça fasse des pâtes qui collent dans l'assiette, pour faire de la borne de brasserie, pour faire de la bonne bière ou du bon whisky à travers le malt. Et tout ça, ça nous sert évidemment à faire attention à l'environnement, à assurer les productions laitières et puis aussi avoir un peu d'économie sur nos exploitations. Non mais c'était ma question. Le modèle économique, il a évolué ou pas? Oui. On est encore dans l'usage. C'est encore des technologies qui peuvent paraître assez chères, mais c'est comment l'agriculteur peut utiliser ça de manière pragmatique. Et si on ne le voit que par l'angle, et c'est là que je voulais en venir, que par l'angle de l'environnement, ce sera un échec. Non, mais attendez. Il faut aussi assurer la production, avoir de la filière et que ça soit rentable économiquement pour les agriculteurs. Et pour moi, c'était rentable. Un appareil que j'ai acheté 25 000 €, en 2 ans de temps, je l'ai remboursé. Bon, non, mais c'est essentiel. Il y a tout à la fois la valeur environnementale, la valeur de culture pour vous, mais il y a aussi une valeur économique. Le progrès n'a d'intérêt que si il répond, il coche toutes les cases, si je puis dire. Oui. Juste un mot, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que les budgets et l'argent qu'on met sur la table pour ces innovations. Il faut aussi accompagner après les agriculteurs. C'est pour ça que nous, tous ces dispositifs, on les fait main dans la main avec la Chambre d'agriculture. Ouais. En fait, c'est une ligne budgétaire qu'on met à disposition de la Chambre qui, elle, après, déploie et accompagne les agriculteurs pour que ce soit le plus rentable et que ça permette des revenus supplémentaires, bien évidemment.
Bien, Alexandre, Alex, une question Twitter. Alors j'en ai vraiment pas mal là. Quel rôle peuvent jouer les politiques publiques, les collectivités, par rapport à toutes ces données dans le domaine du numérique? Sébastien, je crois que oui, Madame Dublanche a répondu. Enfin, alors, tout le monde ne fait peut-être pas ce que vous faites. Hein. Chacun est libre dans sa région, mais dans les régions à vocation quand même agricole, j'imagine que les régions qui sont responsables des affaires économiques sont actives, j'imagine. C'est vrai que nous, on a les deux, on a la chance d'avoir les deux. On est une grande région agricole, donc à 50% agricole, mais on a aussi énormément de recherche sur le territoire. L'Île-de-France, c'est 40% de la recherche française, oui. C'est 25% des étudiants, oui. C'est 30% de la croissance, donc de la richesse. Donc ça veut dire qu'on a à la fois les startups et on a nos agriculteurs auprès desquels on peut développer ces startups. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là. Bien sûr. Et on s'en saisit. Difficile de comparer la région Île-de-France avec les autres en raison de la nature même de notre géographie urbaine. Sébastien Picard. Oui, la question est de savoir comment est financée l'innovation et de quelle innovation parlons-nous. Et en quoi les acteurs publics ont un rôle à jouer, lequel? Exactement. Dans l'économie de la donnée, vous avez 3 étapes qui sont très importantes. La première, Alexis en a parlé, c'est la collecte de la donnée. Depuis l'exploitation agricole avec les capteurs et l'exploitant agricole. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'échange de la donnée. Et c'est là-dessus que API Agro est positionné. Et là, on est sur une infrastructure mutualisée, opérée par des opérateurs souverains, logiciels. Ça existe. On a des acteurs performants en Europe sur du logiciel et de l'infrastructure. Utilisons-le. Et le troisième volet, c'est le volet de croisement de la donnée, de la valorisation et des services. Et clairement, la question, je me tourne vers les collectivités territoriales ou vers l'État, identifions bien les créneaux où l'argent public est intéressant. La dimension mutualisation de l'information sur l'échange de données, ça ne sert à rien qu'il y ait 36 000 plateformes d'échange de données. On est sur un hub, on ne va pas faire un aéroport de données dans l'ensemble des régions, mais utilisons un réseau structuré. Par contre, pour que cela fonctionne bien, il faut qu'à la fois la collecte de données soit structurée, et Alexis a parlé de capteurs américains, mais qui ne sont pas suffisamment fins pour avoir des données utiles. Donc développons des capteurs ou des champions européens ou régionaux de la collecte de la donnée dans le respect des principes européens. Et deuxième volet, le troisième étage de la fusée, c'est le croisement des données, le monde des startups, les innovations et les nouveaux services. Ce qui marche bien, et d'ailleurs ça va avec l'univers digital, c'est tout ce qui est horizontal en fait. Est-ce que, et c'est ma question, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous constatez que les acteurs de l'innovation travaillent avec les politiques? Vous savez, il y a un fléchage. En général, c'est les utilisateurs qui sont les premiers à demander des progrès. C'est-à-dire que, en général, c'est plutôt des Rémi Dumry qui demandent qu'on apporte tel ou tel progrès dans tel ou tel secteur. Est-ce que vous travaillez avec eux, avec la région, le fléchage des financements? Alors nous, en tant qu'IFN, on est une entreprise un peu particulière parce qu'on n'a pas levé de fonds. Alors, on a été un peu soutenu dans notre développement, surtout au premier stade, par l'État, et comme toutes les startups françaises. Mais par contre, aujourd'hui, on fait un vrai chiffre d'affaires. Et j'ai envie de dire que l'innovation, elle est quand même drivée par les acteurs économiques qui sont capables de payer pour un service. Et donc, c'est pas l'État stratège, moi, je n'y crois pas beaucoup. C'est finalement la demande des acteurs économiques, que ce soit les agriculteurs ou les agro-industriels, à la fois les agro-industriels en amont, savoir ceux qui vont faire les semences, les produits phytosanitaires, bio ou pas bio d'ailleurs, et de l'autre côté, en aval, les gens qui vont transformer. C'était le sens de ma question, c'est-à-dire qu'on sait bien que la planification étatique, ça ne marche pas. En revanche, quand on part des utilisateurs, quand on remonte la marche en avant, en quelque sorte, il y a souvent des frictions, ce que les économistes appellent des frictions. Il y a des freins au développement. Ça peut être parfois des moyens, ça peut être des outils techniques qui manquent. Et là, quand on met tout le monde autour de la table, on peut trouver des solutions. Juste pour que les gens se parlent, quoi, c'est ce que je veux dire. Les moyens, qu'on parle de moyens pour faire de nouveaux capteurs et des choses comme ça, on parle de moyens beaucoup plus importants que ceux que souvent la puissance publique est capable de faire. Mais il y a des acteurs privés, c'est ce que vous nous dites. Moi, je regrette un peu en France qu'il n'y ait pas plus d'acteurs privés qui investissent plus et qui prennent plus de risques. Parce qu'aujourd'hui, la puissance publique, elle peut effectivement être un coup de pouce, un catalyseur,
Mais à la fin, si le domaine privé ne soutient pas, n'est pas là, eh ben, ça se passera ailleurs. Et ça, j'y crois vraiment. Je vous donne la parole dans une seconde, mais Rémi Dumery hochait la tête. Oui. Et donc, j'imagine que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, mais il ne faut pas oublier que le numérique, quand même, c'est un peu une révolution. Hein. Et donc, on ne peut pas demander aux agriculteurs qu'on leur dise qu'est-ce que vous avez besoin, on va vous le faire, et ainsi de suite. Parce qu'on n'a pas encore l'usage. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est dans toute la partie digitale aujourd'hui, agricole, il y a un foisonnement incroyable, oui, mais oui. Qu'est-ce qui marche réellement? Qu'est-ce qui marche vraiment sur le terrain? Qu'est-ce qui apporte vraiment? Et c'est pour ça qu'il y a un aspect expérimentation, mais il y a aussi l'aspect financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le financement de l'agriculture, toutes les aides que les agriculteurs reçoivent sont essentiellement pour de la ferraille ou du béton. Là, on a besoin d'intelligence. On a besoin de financer de l'usage. On a besoin de financer des abonnements sur Internet, sur des plateformes. On a besoin de financer des choses comme ça. Et pour donner cet usage, et qu'il y ait vraiment une synergie entre la recherche, les fonds publics et l'économie privée, pour que tout ça, on arrive à créer cette fameuse transition énergétique. Vous, Rémi, quel est l'usage que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous utilisez le plus? Alors moi, ce que j'utilise plus, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. C'est plus considérer une parcelle comme étant une entité homogène, mais c'est des zones complètement différentes. Donc ça veut dire que vous utilisez quel type d'outils là? Alors, un drone avec un lecteur? Alors moi j'ai un problème avec tout ce qui est en l'air, parce que je suis à côté d'une base aérienne militaire. Ah oui. Donc je fixe ça sur mon tracteur où je fais confiance à du satellite. Hein, où on met des capteurs directement dans les parcelles pour voilà. Très bien. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est le sol, donc faire des cartes de sol pour bien connaître son sol, et puis après, tout ce qui se passe au-dessus du sol, donc des capteurs de biomasse. Et quand on fait bien la séparation, et j'utilise autre chose aussi qu'on ne pense jamais dans les datas, c'est que je suis vice-président aussi d'un centre de gestion. Et il y a la notion de tiers de confiance qui est importante dans les datas. À qui confie l'agriculteur ces datas? Attendez, voilà. Alors je vais peut-être un peu vite. On va terminer le tour de table parce que la deuxième partie, on va la consacrer à la souveraineté. C'est lié évidemment à la protection des données. Les données, c'est assez stratégique. Plus on en a d'ailleurs, plus on est efficace de façon générale, à condition de savoir les extraire et les utiliser. Inutile d'avoir un immense data lake, un grand lac de données, s'il est inerte. Il faut des outils d'utilisation et de gestion. Mais donc on va parler de la souveraineté. Mais je vous voyais. Oui, je voulais juste résumer par rapport à ce que disait monsieur. Nous, notre rôle, c'est quand même un peu une plateforme, c'est-à-dire de mettre en contact tous les acteurs. Hier, on a organisé des assises de l'alimentation pour réfléchir à l'avenir de l'alimentation, aux besoins des Franciliens. On se rend compte qu'il y a certaines start-up, certaines associations et nos producteurs qui ne se rencontrent pas très souvent. Donc parfois ça clash aussi un peu, mais nous on est là pour organiser cette discussion. Donc il y a ce rôle-là. Il y a aussi un rôle de financement quand même, parce que nos agriculteurs nous disent qu'ils ne déploieraient pas comme ça les stations météo sans financement de notre part. Donc je pense que là on a un rôle, mais là où vous avez raison, c'est qu'on a réservé une partie non seulement à l'achat de ces outils, mais aussi à de l'accompagnement pour l'usage bien évidemment. Et dernière chose, on se rend compte sur certains projets un peu à la frontière du développement économique et de l'agriculture, donc moi je m'occupe des deux, par exemple sur la ferme digitale dont je vous parlais tout à l'heure, les agriculteurs ils viennent un peu nous demander de l'aide, c'est-à-dire ils ne savent pas comment monter un tel projet ferme digitale qui réunit ces deux mondes, ils en ont l'envie, ils voient que l'avenir est là, et donc nous on est là de la même façon en accompagnement du montage de ces projets, parce qu'on est au quotidien en lien avec les startups et on est au quotidien en lien avec nos agriculteurs. Sébastien, un mot, il nous reste 2 minutes. Oui, tout à fait. Pour compléter, le rôle de la région était très bien détaillé. Je tiens juste à attirer l'attention de mes collègues start-up et autres sur le modèle économique. Finalement, les usages, on en a, il ne faut pas les brider. Il y a énormément de choses à faire. Mais quel est le modèle économique des start-up? Et c'est ça le point important. Il y a les usages avec les agriculteurs, l'animation de l'écosystème avec les régions, et ne pas oublier l'appui des financeurs publics, notamment BPI-France ou la Caisse des dépôts et consignations, qui oblige finalement des chefs d'entreprise ou des projets de recherche à revenir un peu sur leurs fondamentaux, non pas d'aller chercher du financement en subvention d'exploitation, mais surtout réfléchir à du financement à haut de bilan
de la levée de fonds intelligente et pour être orienté toujours par le marché et pas uniquement par les subventions publiques. Bien. Est-ce que, avant de se quitter, là, il y a une ou deux réflexions que tu pourrais résumer sur les réseaux sociaux? Alors, les internautes ont été interpellés par l'intelligence artificielle et ils aimeraient bien avoir des exemples d'applications concrètes. Ils comprennent les datas, mais en termes d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'agriculture? Rémi a donné déjà quelques indications. Il plante des capteurs dans le sol. Ça lui permet de savoir quel est l'état des sols, j'imagine, voilà, s'il faut ou non tel ou tel intrant, tel ou tel traitement. Les capteurs, c'est les captations de la donnée. Après, il faut de l'intelligence artificielle, des modèles mathématiques pour mais ça n'est que ça. Et en faire de la valeur qui, en fait, sont des yeux supplémentaires à l'agriculteur pour prendre les bonnes décisions. C'est des lunettes, c'est une lunette digitale en 20 secondes. En 20 secondes, je vais essayer de préciser un peu. L'intelligence artificielle, ça recouvre beaucoup de choses. À mon avis, les internautes ils se posent beaucoup de questions aussi sur la nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning. Aujourd'hui, le deep learning permet des réseaux de neurones extrêmement élaborés qui permettent, les seuls usages qui marchent très bien, c'est de la détection d'objets, de la quantification d'objets sur des images. Avant, on était capable de prendre des images, on avait beaucoup de mal à automatiser les informations qu'on récoltait sur ces images. Aujourd'hui, grâce au deep learning, on a plein d'usages dans lesquels on arrive à automatiser l'exploitation de ces images-là. Nous expliquer lesquels dans 2 ou 3 minutes. Vous restez avec nous. Vous êtes avec Stop Intox ici à Village Semence, au Salon de l'Agriculture, mais aussi en direct sur Internet.